Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Pour les vacances, je vous propose de revenir sur 3 années d'émission, 157 épisodes de Femmes avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Best of de Femmes, épisode 4, c'est maintenant. Les femmes sont capables de repousser leurs limites, d'affronter les obstacles. C'est le cas notamment d'Axel René, Miss World Martinique que nous avons reçue, de Lisa Silla, de Sonia Marc ou de Lyumna. Elles semblent n'avoir peur de rien. Regardez. On revient. Donc, la première qu'on a vue, c'est Miss World. Oui, exactement. En Inde. Et en Inde, j'étais en Inde, à Mumbai. Justement, c'était le grand jour, le grand soir du couronnement. Et je me rappelle qu'on se place, justement, moi, je suis dans le continent Amérique, donc Amérique et Caraïbes. Donc, on attend notre placement. Et là, je réalise qu'on appelle Martinique. Et en fait, ça m'a fait quelque chose. En fait, je marche avec, en tout cas, ce que j'ai en tête, c'est la fierté d'entendre sur une scène mondiale que le monde écoute Martinique. Ah, waouh. En plus, tu avais ton... Ah non, attends. Oui, mon écharpe. Tu avais ton écharpe avec ton rouge vert noir. Voilà. Et on ne voit pas, mais sur les côtés, il y a tous les drapeaux des participantes et il y a le drapeau de la Martinique. Alors, vraiment, les images qu'on voit là derrière, bon, il y a effectivement cette photo avec ton écharpe. Oui. Les autres ne sont pas de Miss World, c'est des photos, des images qui ont été prises avant. Effectivement. Donc ça, c'est effectivement. Donc là, c'est un défilé que j'ai fait pour Kevin O'Brien, qui est un créateur martiniquais, et qui a fait la robe que je porte pour Miss Monde. Donc il me suit, en fait, je pense qu'il m'a un peu pris sous son aile depuis que je suis devenue Miss Martinique. Et vraiment, ce travail, c'est vraiment un travail minutieux. Je pense que, honnêtement, je suis désolée, mais j'avais la meilleure robe à Miss Monde. Magnifique. Oui, vraiment, c'était un travail minutieux. Chaque petite pierre est tissée sur la toile et vraiment, c'est une robe bijou. Clairement, il n'y a pas de... Mais là, tu fais 2 en 1 parce que tu voulais faire du mannequinat. Tu fais du mannequinat, là, et puis tu t'entraînes. Là, on voit que tu as gagné donc, le concours Top Model. Effectivement, le défi Top Model, je l'ai remporté, effectivement. Oui. C'était un peu avant Miss Monde, c'était une semaine avant Miss Monde, le 2 mars. Je m'en souviens, c'était l'anniversaire de ma sœur. Donc, voilà. Mais là, parce que, alors, je fais le lien parce que tu as une démarche, quoi. Une des dernières fois que tu es venue, j'ai essayé de marcher comme toi, mais voilà, ça s'apprend. Et puis, tu as la plus jolie démarche. Ben, tu mises beaucoup de choses sur ça, non? Quand tu te présentes là, tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu dis, il faut que je marche comme ça, il faut que j'insiste. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qu'on a dans sa tête quand on est à ce moment-là? En fait, ces moments-là, ça passe tellement lentement. Ah, lentement. En tout cas, dans le cerveau, on a l'impression, on peut penser à 10 000 choses à la fois, alors que ça dure 6 secondes. Ça dure vraiment 6 secondes. Et en fait, je pense à quoi? Vraiment, il y a cette citation de Martin Luther King que j'ai traduit comme ça, c'est « Plus le combat est rude, meilleure est la victoire ». Et là, pour moi, je fête ma victoire. Wow. Et donc quand je marche, je pense que vous savez que moi, je lutte contre le harcèlement parce que je l'ai vécu. Oui, on va en parler. Ben voilà, donc je pense à cette phase de harcèlement que j'ai vécue, cette phase à Miss Martinique où on ne croyait pas en moi, cette phase où je me suis préparée pour Miss Monde et c'était très compliqué, très difficile. Et là, enfin, ce moment, 6 secondes, où je me sens en tout cas portée et poussée par tous ces combats et cette réussite, en tout cas, c'est les obstacles que j'ai réussi à surmonter. Et tu te dis, enfin, tu es fière, c'est un moment de fierté, non? Oui, c'est un moment de fierté et puis d'éclat, en fait. Oui. Moi, libération. Je fais rayonner, en tout cas, tous ces combats, en tout cas, que j'ai pu surmonter, en tout cas, pour arriver jusque-là. J'étais une enfant très sensible et je trouvais que le monde était vraiment dur et j'avais envie qu'on puisse avoir des outils pour être dans ce monde, être heureux quand même dans ce monde. Et donc au départ, je voulais être enseignante, je devais être professeure des écoles, dans une pédagogie alternative très orientée sur le bien-être. C'est quoi? C'est Waldorf Steiner. C'est moins connu que Montessori. C'est quoi ça? C'est une pédagogie...
un petit peu plus axé sur le développement personnel et spirituel de l'enfant. Donc, ça a une dimension un peu plus spirituelle, on va dire, que Montessori, et artistique aussi, qui me plaisait énormément. Et puis finalement, j'ai rencontré un maître yogi et ça m'a fait changer de direction. J'avais 21 ans et depuis, j'ai voulu transmettre ce qui m'avait transformée, en fait. Tu es dans le souffle. Oui. Voilà. Le souffle, le mouvement. Voilà, on va parler de ce qu'est le yoga. C'est vrai qu'on peut en avoir une idée. Quand on me dit yoga, je pense bouddhisme. D'accord. Et puis, il y a peut-être le yoga un petit peu dans l'acception occidentale. C'est peut-être pas exactement la même chose. Donc, on va parler un petit peu de ce qu'est le yoga, à quoi il peut servir aujourd'hui. Alors, tu as dit, tu voulais aider les gens parce que tu trouvais que le monde était dur. La vie. Voilà. En fait, la vie, on va dire qu'elle est pleine de contrastes. On a en même temps la joie, la souffrance, la peur, l'amour. Enfin voilà, on a toutes ces émotions et toutes ces épreuves que la vie nous procure. Et je savais qu'il y avait, j'ai découvert qu'il y avait des outils de par mes parents aussi. J'ai vu ma maman méditer quand j'étais petite. Ils faisaient du yoga, tes parents? Ma mère et mon père faisaient beaucoup de méditation, un petit peu de yoga aussi. Et je me suis dit, il doit y avoir des outils qu'on devrait apprendre depuis l'enfance pour pouvoir gérer à la fois les grands moments de joie et aussi les moments difficiles. Parce que c'est un terme qui est commun d'ailleurs au yoga et peut-être aussi au bouddhisme, c'est le terme de dualité, quoi. C'est ça, le exactement. Plus, le moins, le yin, le yang. C'est la condition de la vie sur Terre. Le mal et le bien. Sonia, toi, tu pratiques le yoga? Non. La danse. La danse. Alors, tu te présentes, s'il te plaît, même si tu es un monument national martiniquais, mais voilà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ceux et celles? Mais moi, je suis Sonia Marc, je suis lamantinoise, je suis martiniquaise, je suis caribéenne, je suis du continent américain. Je fais de la danse depuis toute petite. Tu es du monde aussi? Je suis du monde, c'est ça que je dis, je suis du monde. Je suis... tu as fait de la danse depuis petite? Toute petite. Et puis, j'ai fait mes études. Et bien, dans la danse m'a rattrapée. Tu as été éducatrice spécialisée. Un peu comme Lisa, tu as failli. Vous avez des points communs. Elle voulait être professeure des écoles et toi aussi. J'étais une bonne éducatrice spécialisée, en toute humilité. J'aimais ça. Et tu as exercé? Oui, j'ai exercé ici à La Faye, en milieu ouvert. Très, très jeune, parce que j'ai fait tout très jeune. Et puis, au moment, la danse a pris le dessus. Je sais pas, j'ai fait tellement de choses déjà. À quel moment tu as commencé? À quel moment tu as rencontré? Parce que j'ai vu que tu as travaillé avec... c'est venu par la musique, je crois. Venu par la musique. Voilà, parce que tu as travaillé avec Thiémy. Par la musique, parce que, déjà chez moi, c'est-à-dire que ma mère était quelqu'un qui aimait l'art, qui aimait les arts. Ma mère faisait du théâtre chez l'habitant, chez elle, dans la maison, là où je suis. Elle accueillait les gens là? Elle faisait des pièces. D'accord. Des pièces de Molière, parce que ça écrit... il y avait les rôles qui étaient écrits sur ce petit livret. Donc elle donnait des rôles aux gens. Et elle enlevait les meubles de la maison, elle prenait les sièges, les chaises ou les bancs dans la chapelle d'à côté. Elle faisait une salle de spectacle. Donc j'ai connu ça. Et moi, quand elle a terminé, justement, parce que la télévision arrivait et tout ça, j'ai fait mon premier spectacle de ma médecine là-bas. Donc j'ai toujours été un petit peu sensibilisée aux arts. Et il y a de la musique, mon frère faisait de la guitare et tout ça. C'est pas la musique. Et après, quand j'ai rencontré Thiémy, j'ai fait tout très jeune. J'avais 13 ans quand j'ai vu Thiémy au Lamentin, 12 ans et demi. J'ai rencontré au Lamentin, un petit groupe de danse, comme on fait dans les quartiers. C'est pourquoi je suis très, très sensible aux quartiers, aux jeunes. Avant d'être professionnel, quoi. Il faut s'en occuper. Oui, c'est ça que tu dis. Oui. Que parfois il y a des pépites là. Oui. Et parfois ça peut ne pas accéder au milieu des écoles. Et toi, donc quelque part, ce qui t'est arrivé à toi, tu as eu de la chance, c'est ça en fait, parce que tu as eu une des rencontres. Oui, c'est ça qui t'a permis des très belles rencontres au bon moment. Notamment Thiémy. Thiémy, je rencontre, j'ai 13 ans, j'ai pas encore 13 ans. Et puis il me bouscule. Qu'est-ce qu'il te dit? Ça veut dire... C'est ce que tu ressens, non? Non, c'est réel. Je veux dire, il me bouscule dans le sens où il voit en moi quelqu'un qui a du potentiel. Il te dit, mais qui est trop désordonné ou bien trop prétentieuse. Wow. Et j'ai 12 ans et demi, je suis en pleine préadolescence, tout ça, donc on parle trop fort, on a honte.
on se rebelle, on fait tout ça. Et moi, déjà, dans la troupe de danse, tout le monde me disait, Soso danse bien, on applaudit pour moi, parce qu'on va danser. On danse pour la fête des mères, on danse pour la reine de la montagne, tout ça. Juste comme ça, quoi. Mais on faisait de la scène quand même. Oui. Et j'ai applaudi Soso comme ça, comme ça. C'était pas pour le sérieux, quoi. C'était vraiment pour s'amuser. Pour s'amuser, voilà. pour avoir une activité. Mais les gens, quand même, disaient déjà que ce soit avec quelque chose. Donc, moi, quand il est venu dans la salle, comme ça, la fille nous avait qui avait fait le groupe, l'avait invité à venir. Moi, j'ai fait tout mon truc pour lui montrer que ça Très sûr de toi. Très sûr de moi. Tu as dansé, quoi. T'as dansé. Qui sont tes dansé, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu dansais? Tu as dansé Belay? Ah, Begin. Ou tu sais qui ça? Avec la musique de Copette, là, Ah d'accord, un Begin, quoi. Un Begin, et là, tu t'es habillé, tu t'es habillé avec une petite robe, petite voilà, d'accord. Et donc, il te voit danser? Il me voit danser, et puis, mon mélange, tout le monde ne sait pas trop faire non plus. La fille nous apprend, elle ne sait pas. Et on mélange tout. Et puis, moi, quand je mange, et quand je danse, il dit, mais... Il y a du potentiel, Voilà. Mais c'est quand j'ai grandi que j'ai compris tout Bien ça. sûr. Au moins, je ne comprenais pas. Et toutes les filles qui ne savaient pas tellement danser, mais qu'on ne faisait même pas danser sur la scène, on sortait. Ils disaient, ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Ah, ok, vieux. Ah, ok, apprends-nous. Tout ça. Ah, moi, je me disais, bon, quand je vais arriver, moi, s'il va être. Et que je danse, me fait. Dehors. Non, redescends. Ah, redescends. Et puis maintenant, danse pour moi, s'il te plaît. D'accord. Je me dis que ce que tu as fait là. Toutes les filles, ouais, Sonia, tout le monde est content, parce qu'enfin, une fois, on m'a dit non. Et moi, c'est moi, le dit à ma grande soeur, oui, le monsieur, le monsieur m'a fait honte, le monsieur a crié après moi, je pleure. Tout le monde a dit quoi? Il m'a dit que je ne sais pas danser, mais tu ne vas plus. Il dit que je ne sais pas danser. Je dis oui, mais je vais y aller. Il me dit, mais comment tu pleures, tu veux y aller, mais vas-y. Et moi, quand je retourne la semaine d'après, il me dit, ah bon, t'es revenu. J'ai fait d'être une danseuse. Ah. Wow. Quand tu te présentes avec ces 300 personnes, tu y vas, tu dis, je n'ai rien à perdre. C'est le seul truc qui m'a motivée à chaque fois que j'ai eu des challenges à traverser. Comment tu... Voilà, je n'ai rien à perdre, j'y vais. Donc, j'ai pas peur, même pas peur, même Alors, si tu as peur. Si tu as alors peur. en fait, c'est pas ça. C'est que même quand j'ai auditionné pour cette école, comme à la base, j'étais autodidacte, donc j'avais pas fait comme toutes les autres de la danse depuis 4 ans et blablabla. Oui, oui. Blablabla. Donc, ce qui me permettait de traverser ma peur, c'était le fait que si j'étais à ce stade-là, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Donc, je déconnectais mon mental qui pouvait être éventuellement un mental qui me juge, parce que j'avais tendance à être hyper exigeante. Je le suis encore, mais je me suis calmée quand même, heureusement. Et du coup, j'arrivais dans ces espaces-là, je voyais tous les gens qui me semblaient hyper compétents. Oui. Et je me suis dit, je suis obligée de faire avec qui je suis et ce que j'ai. Et ça m'a toujours surprise d'être prise malgré tout, d'être choisie malgré tout. Et en même temps, comme ça s'est répété, je suis obligée de partir du principe que c'est une de mes compétences ou, je sais pas, D'être une de bonne, mes d'être clés. forte. D'être forte quand, justement, je ne me mets pas d'enjeu particulier, mais que je suis à fond. Enfin, ne pas se mettre d'enjeu particulier, quand on se dit j'ai rien à perdre, c'est un gros enjeu en fait. Je ne me mets pas d'enjeu par vrai rapport aux autres. Je ne me compare Ah mais oui, pas. ne pas dire, ça c'est pas pareil. Mais oui, je n'ai rien à perdre. Mais les personnes qui se disent je n'ai rien à perdre, derrière elle est préparée. Elle n'est pas venue sans savoir, pas connaître le domaine dans lequel elle est. Non, je ne connaissais pas le domaine. Non, je veux dire, tu es danseuse, donc tu savais Je danser. n'étais pas danseuse. Tu n'avais jamais fait un pas de C'est danse de parce ta que vie? Oui, tu avais- si. en Martinique, Oui. je suis martiniquaise, je danse. Oui, mais tu l'avais C'est ça. fait, tu avais fait. Mais je n'ai pas fait de cours comme Elle les avait pas- autres. elle en avait fait. Tu n'avais jamais pris de cours de danse de ta vie? J'ai dûu prendre 6 mois de cours quand j'avais 4 ans et basta cosy. Après, quand je suis arrivée là-bas, les filles, oui. En fait, elle voit la différence. C'est pour ça. Elle dit, Oui, oui. ces nanas-là, elles ont fait 10 ans de danse. Moi, je viens avec mes 6 mois. Je vais faire ça. Donc, j'ai rien à perdre. Pourquoi tu dis que ça met la pression? Oui, mais en fait, Non, je n'ai c'est pas dit souvent ça. le J'ai dit que retour c'est un enjeu j'ai, ouais. que de Ah, c'est dire un j'en ai enjeu. rien à perdre. Les personnes qui disent j'en ai rien à perdre se mettent à ce moment-là dans quelque chose qui est extrêmement motivé en fait. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Je n'ai rien à perdre, c'est pas j'ai rien à perdre et puis j'y vais comme ça. oui, Non. oui, oui, C'est oui. je n'ai rien à perdre et donc j'y vais comme ça. Oui, oui, oui. Donc Mais la voilà. phrase je n'ai rien à perdre, faut. Comment tu arrives à est-ce que c'est il La y a motivation Oui. Comment Pour tu arrives moi à motiver toi? Oui, toi. Alors mon chemin, moi, les neurosciences, c'est le résultat qui crée la motivation, c'est pas la motivation qui crée le résultat. Un enfant qui n'arrive pas à travailler, qui n'obtient pas de résultat, vous pouvez pas lui demander d'être motivé. Par contre, mon travail consiste à permettre aux personnes que je rencontre de pouvoir passer par-dessus les difficultés scolaires pour pouvoir réussir
à accomplir les tâches qu'on leur demande. Et comme j'ai réussi à faire, là, je vais commencer à avoir du plaisir à faire ce que je veux. Je vais surtout commencer à croire que je suis capable. Alors, mais c'est pas la carotte, finalement? C'est les diplômés où il faut que tu travailles bien à l'école? Non, c'est pas la carotte, c'est 100 milliards de neurones, d'accord? Ils sont présents dans ton cerveau comme dans le mien. Si tu n'y arrives pas, c'est pas parce que tu n'es pas intelligent, c'est l'utilisation, c'est le mode d'emploi que tu n'as pas encore. C'est ça la différence. Donc, tu ne sais pas apprendre ton cours d'histoire, on parlait d'histoire tout à l'heure. Tu ne sais pas faire les exercices en mathématiques. Comment tu t'y es pris? Comment tu t'y es prise? Ah ben, ça marche, ça marche pas, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? C'est une méthode. Et donc, le fait d'avoir des explications extrêmement claires sur le fonctionnement cérébral, de faire les relations entre les exigences du cerveau et les contraintes d'apprentissage. Ah, il faut mémoriser, il faut apprendre plusieurs fois, il faut apprendre comme ci, il faut apprendre comme ça, mais sans explication. Pour faire attention, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Concentre-toi. C'est pas une explication. Oui, c'est clair. Moi, ça m'a toujours éclaté. Ouais. Oui, mais tu n'as qu'à te concentrer. Mais non, mais comment, moi, j'appelle ça, j'appelle ça concentrer jus d'orange, moi. Comment on se concentre? Alors, pour se concentrer, alors là, on en a pour un jus d'orange, concentrer. Mais non, se concentrer, c'est choisir une cible en ayant un objectif et en comprenant que mon cerveau va toujours se balader. Oui. Elle va parler, je vais l'écouter, je pense à autre chose. Mais comme c'est normal qu'il se balade, comment je fais moi pour demander à mon cerveau de revenir sur la cible que j'ai choisie pour me permettre d'atteindre mon objectif? Et il n'y a pas une méthode. Comment je fais pour dire à mon cerveau de rester concentré? Mais quand je discute avec les enfants, je leur dis, bon, par exemple, je fais des ateliers dans les écoles. Je leur dis, voilà, alors, qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu choisis d'écouter ce qui va être dit dans l'atelier ou est-ce que tu choisis de ne pas écouter? Première chose, qu'est-ce que tu décides de faire? D'abord, c'est une décision. Alors les enfants me disent, ah bon? Oui, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Est-ce que tu as envie d'écouter? J'ai pas envie, mais il n'y a pas de problème. Mais après, si tu n'as pas écouté, ne pas me dire que tu ne sais pas faire. Si tu as décidé d'écouter, ok? Comment faire? Eh bien, première chose, c'est normal que ton cerveau il aille partout. Maintenant, quand tu vois que ton cerveau est sur la paire de baskets de ta voisine, qu'est-ce que tu fais quand tu t'en rends compte? Parce qu'on s'en rend compte à un moment. Est-ce que tu décides de rester sur la paire de la basket ou est-ce que tu dis de paire de basket ou est-ce que tu dis à ton cerveau, reviens écouter ce qui est dit là. Et c'est vraiment un exercice. Et donc, du coup, les enfants découvrent qu'il est possible de demander à son cerveau de rester concentré, mais qu'il est surtout normal de penser à plein de choses à la fois. Très bien. Et petit à petit, on déroule comme ça. Dans Focus, je vous propose de revenir sur cette série produite par Jada Pinkett Smith, un véritable phénomène sur la plateforme Netflix. C'est une série donc, qui s'appelle Africa Queens Njinga. Nous en avons beaucoup parlé avec mes invités. Née à une époque sombre, une guerrière, une reine, une femme destinée à diriger. Il n'y a aucun esclave dans mon royaume. Elle a farouchement défendu son royaume contre les puissances européennes. Le roi est menacé. Le roi sera toujours menacé. Où l'esclavage menaçait de décimer un continent. Notre peuple se bat contre l'extinction depuis sa naissance. Devenant un phare dans la nuit pour son peuple. Je n'ai strictement rien à perdre. Ce qui me rend très dangereuse. Qu'est-ce que tu veux? Le genre de pouvoir qui fera une différence dans la vie de mon peuple. Ne laissons pas ces nouveaux étrangers douter un instant de qui je suis. C'est un vrai tour de force de sa part. Njinga était la mère de la nation. Elle aimait son pays. Et pour cela, elle a fait de grands sacrifices. Njinga a été la seule dirigeante africaine à être reconnue par les dirigeants européens au pouvoir comme une femme roi. Je pense à elle comme étant probablement l'une des plus grandes guerrières et femmes leaders que ce monde ait jamais vu. C'est important que son nom soit reconnu. Les thèmes traités depuis 3 ans dans le magazine Forme sont très nombreux, sont très variés. Cependant, le thème de l'environnement, du réchauffement climatique, du développement durable nous a beaucoup préoccupés. Regardez. Ce sont les 9 limites planétaires. Voilà, les 9 limites planétaires. En fait, les limites planétaires, en fait, c'est un espace sain qu'on ne devrait pas dépasser si on voulait vivre tous sur la planète Terre
une vie heureuse. Une vie où on ne connaît pas la soif et la faim. Mais tous, quand je parle de tous, c'est tous être vivants, hein, pas tous seulement être humains. Sur les 9 limites, on en a déjà dépassé 6. Alors, il y a la limite, quoi. Il y a le climat, il y a la biodiversité qu'on a explosé, il y a l'eau, il y a l'ozone, il y a les aérosols. Donc les aérosols, ce sont les particules fines qui sont en suspension dans l'air. Alors celles-là, on ne les a pas dépassées. Mais vous savez quoi, en fait? On ne les a pas calculées. Les scientifiques ne se sont pas encore mis d'accord pour les calculer. Il y a le phosphore et l'azote. Alors que ça a l'air de grands mots comme ça, mais en fait, c'est juste le fait, je vais vous le dire tout simplement, le fait de faire pipi et que ce pipi retourne à la terre. On a cassé ce cycle-là. Maintenant, on met de l'engrais chimique à la terre. Et le pipi ne va plus dans notre terre. Et donc, on a cassé le cycle de l'azote. Et on a cassé aussi le phosphore. Le phosphore, on en a tous besoin. Tout être vivant a besoin de phosphore pour vivre, les plantes, mais nous aussi. Et le phosphore, on le tire dans les carrières. Et en fait, on explose, on l'utilise beaucoup plus vite que la manière dont il s'est formé, la vitesse à laquelle il s'est formé. C'est une ressource pareille qui s'est formée il y a des millions et des millions d'années. Et on l'utilise avec une extrême vitesse. Et tout ça pour faire de l'agriculture surintensive. Il y a les océans. Les océans, c'est quand même un poumon planétaire, quoi. Et les océans s'acidifient. Donc, le fait qu'on émette autant de CO2, en fait, il faut comprendre qu'une partie est quand même absorbée par des puits de carbone, donc par la photosynthèse, nos arbres, qui absorbent et notre océan. Mais notre océan en absorbe trop, et donc ça le déséquilibre. Et vous savez, quand l'océan déséquilibre, c'est notre tout qui est déséquilibré. Tout à l'heure, tu as parlé des courants. C'est une partie des déséquilibres des océans. Il y a l'oxygène, il y a tout un tas de ponts de vie, en fait, et toute le fonctionnement même de la machine climatique qui ne fonctionnera plus du tout pareil. Quand nos océans vont décider de virer un peu. Mais alors, on est déjà mort, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'impression que tu disais que la balle est déjà tirée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre le transport en commun quand ils existent, qu'ils soient non polluants, éventuellement. Je prends mon vélo, je ne prends plus l'avion. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça va te surprendre ce que je vais te dire, mais il y a 2 choses qu'il faut faire, à mon avis, très très vite. C'est 1, prendre conscience. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Vraiment. Parce qu'on n'a que 3 ans. Je crois qu'il y a une notion de 3 ans où il faut vraiment changer. C'est prendre conscience de l'urgence, effectivement. Tu as raison. Le rapport du GIEC, le dernier dans l'adaptation, dit qu'on a 3 ans si on veut maintenir. C'est ça. Ne pas dépasser 1,5 degré de température. On connaît à peine ce qu'est un monde à 1,2 degré actuellement. D'accord. Et nos politiques nous emmènent vers 3 degrés environ. Donc, prendre conscience. Et puis, s'adapter. Parce que comme je t'ai dit, tu as vu, je t'ai dit qu'il y a des choses qui sont déjà en cours, où le coup est parti. Et donc, on subit, on est déjà en train de subir des catastrophes, plus ou moins répétées, plus ou moins fortes selon les endroits dans le monde où on se situe. Si le point dont tu as parlé sur les Nations Unies, il a précisé Covid, il a précisé conflit. Et il a précisé crise climatique. Tout à fait. Parce que c'est un élément de plus en plus fort et c'est clair que les femmes et les enfants sont en première vulnérabilité de par le monde. Et souvent, de par le monde, la femme, c'est quand même elle qui va s'occuper de faire tourner le repas, de faire tourner tout ce qui est autour et de maintenir en fait le socle de la famille. Donc, de la famille, voilà. Et de la société. Et ça devient, en fait, s'adapter, ça veut dire déjà prendre conscience. Ça veut dire prendre conscience que les choses sont en train de s'aggraver et que ça va devenir de plus en plus dur pour tout le monde, en fait. Moi, je travaille beaucoup sur l'improvisation, en fait. J'ai une idée, mais c'est vraiment dans l'improvisation que je crée. C'est quelque chose de très fort dans la danse. J'aime beaucoup ça. Et du coup, l'improvisation, c'est tout un mécanisme, ça nécessite de... En fait, ça fait beaucoup rapport aussi à cette notion philosophique de qu'est-ce qu'est la liberté. Pour avoir une liberté, il faut avoir un cadre. Oui, il faut apprendre. Et dans l'improvisation, c'est beaucoup ça. Il faut en fait se donner un cadre. Sinon, toute cette liberté, on n'en fait rien. On n'en fait rien et puis ça peut apeurer. On peut se retrouver comme devant une falaise face au vide. Je le vois aussi parfois avec mes élèves en cours quand il faut travailler sur de l'impro. Donc ouais, dans ma forme d'écriture, c'est beaucoup l'improvisation. Et puis la danse, c'est de toute façon pour dire des choses. Donc c'est toutes ces choses déjà qu'on se sent moins à l'aise de dire par des mots, des sujets parfois peut-être tabous ou autres.
Ça, c'est important. Et puis, ça permet de se trouver, de s'affirmer. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés et quand? La première fois, j'avais beaucoup entendu parler de Lola. On a des amis en commun. Et puis, je suis allée la voir sur sa sortie de résidence à l'Atrium avec Lucas, donc le réalisateur de la vidéo Il. Et j'en suis sortie bouleversée, vraiment. J'ai une rencontre artistique coup de cœur, vraiment. Et puis après, on a pensé à ce projet-là de vidéo et on s'est dit, c'est avec Lola, c'est la personne idéale, c'est avec elle qu'il faut qu'on travaille. Voilà, c'est Anissa qui fait l'introduction. On regarde ce film, extrait de film. On a senti, on a vécu, à coups de larmes, de sentinelles. La lèvre écaillée de soleil et les poumons gorgés de sel. La terre battante, le vent portant, l'écume léchée d'espoir flagrant, qu'un bras de mer nourricière guérisse des eaux souterraines de rivières. Quand l'horizon attrape le ciel et se délecte de verdure, des voiles carrés, rouges, orangés savent relier l'azur, de nos yeux couleur mangrove, de nos éclats au goût saline, de nos vies intrépides, imagine. Voilà, on vous met en appétit, on va teaser, on tease un petit peu, on va retrouver un extrait du clip, donc Il Dancing for Nature, dans le courant de l'émission, mais je voulais vous remontrer ces images parce que le clip passe aussi sur Zitata. Alors c'est quoi? Donc c'est un film que tu dis, c'est toi qui slame. Donc Lola, donc Anissa, tu danses, et donc vous l'avez réalisé aussi avec un garçon, Lucas Pellus. Oui, c'est ça, Lucas Pellus de Croquette Productions. En fait, ce sont Lucas et Anissa qui m'ont appelé, qui ont fait appel à moi parce qu'ils m'avaient entendu donc sur scène. Et Lucas et Anissa avaient donc cette idée vraiment de valorisation de la nature et de la nature insulaire de Martinique en particulier. Et vraiment, ils ont voulu donc que j'écrive un texte sur ce thème-là, à partir aussi de la musique, donc une relation avec la musique et avec Anissa à la danse. Qui c'est qui a écrit la musique? Tijani Baxi, qui est un compositeur suisse. Et toi, c'est vraiment parce que tu es manager en matière de développement. Redis-moi le manager. Énergie-climat. Voilà. Énergie-climat. Donc, c'est vraiment un thème qui te tient à cœur. Oui, en fait, ce qui était un peu nouveau, parce qu'on avait l'habitude avec Lucas de travailler sur cette notion d'improvisation. On avait sorti 7 épisodes d'une série Raw, brute en anglais, où on travaillait justement l'improvisation. Et puis lui, à la caméra, c'était cet exercice de jamais savoir aussi dans quelle direction j'allais. Donc c'était un travail intéressant pour lui autant que pour moi. Mais ce qui est nouveau avec ce film, c'est qu'on a voulu tous les deux travailler dans l'environnement. On trouvait que c'était trop technocrate, trop technique, les sensibilisations. Ça reste technique. C'est ça. C'était peu accessible en fait à la population. Et puis c'est pas glamour quand on parle aujourd'hui de l'environnement. On fait peur. Exactement. Et puis surtout, on dit c'est très directif. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et d'une part, on laisse peu la possibilité d'inventer nos futurs. Et puis, comme outil de sensibilisation, l'art a toujours été un vecteur qui remettait l'humain au centre, qui permettait de dire des choses. Et du coup, c'est ça qu'on a voulu utiliser sur cette vidéo de sensibilisation, c'est de toucher par l'art, parce que dans l'art, il y a quelque chose de justement pas palpable, qui touche tout un chacun et qui permet aussi de se projeter dans son identité propre. Donc, c'est ça qu'on a voulu démontrer dans cette vidéo, et j'espère que ça va ouvrir le pas aussi à en tout cas, plus de sensibilisation qui s'appuie sur autre chose que les injonctions. Oui, parce que ça reste trop un sujet de scientifique. Et aujourd'hui, on perd les gens, je pense, à l'aborder de manière... et je le dis en tant que scientifique aussi, mais on perd les gens, on reste entre nous, dans des vocabulaires qu'on connaît, dans des stratégies qui viennent d'en haut. C'est très descendant comme logique. Et je pense que déjà, replacer l'art comme outil de sensibilisation et puis replacer l'art comme outil de qu'est-ce que vous souhaitez pour votre futur? C'est quoi les futurs désirables? Mais est-ce que finalement, cette approche un peu technocratique ou technoïde du sujet n'est pas liée aussi à l'urgence de la situation, au fait que ce qui devait avoir été fait avant n'a pas été fait? Donc il y a une espèce de moment zéro pour cette affaire. C'est 2015, notamment les accords de Paris, la COP21. Vite, il faut aller réduire les émissions de gaz à effet de serre, ne pas augmenter la température de plus de 1,5 degré. Là, on y est, les 1,5 degrés, on y est. Je crois que 2023 a été l'année la plus chaude de toute l'histoire depuis qu'on
voilà. Est-ce que c'est pas lié finalement? Oui, voilà, et on fait ce qu'on sait faire en réalité. Moi, je trouve que c'est contre-productif parce que, je vais peut-être être un peu extrême, mais ça fait 15 ans qu'on parle de transition. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'une transition. Oui. Et je pense que maintenant... Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, d'une part, et puis en fait, il faut y aller franchement. Et je pense que c'est le rôle de tout chacun. De tout un chacun. Ça ne doit pas rester qu'un sujet de scientifique. Oui. Et on a besoin des scientifiques, mais les scientifiques sont là pour apporter de la donnée, l'analyser et dire ce qu'il en est en tant qu'observatoire, sur l'état des lieux, etc. Mais pour passer à l'action, il y a... Il faut s'appuyer sur plein de choses, le changement plein d'acteurs. Ouais. Il y a plein de possibilités. Et puis moi, je trouve que, par exemple, passer aussi par l'art et par la poésie, c'est passer par l'émotion. Et finalement, qu'est-ce qui nous touche aussi, qui nous porte à l'action, c'est aussi l'émotion, ce qu'on ressent. On parlait tout à l'heure des degrés qui ont augmenté, donc on ressent la température sur notre corps. Et je pense que les sensations aussi qu'un poème, un slam ou une piece of art, enfin de l'art tout simplement nous fait ressentir, ça peut nous pousser à l'action aussi d'une façon différente. Et la beauté, là en l'occurrence, la beauté. Voilà. La beauté, il y a un lien, excuse-moi Anissa, il y a un lien d'ailleurs entre la poésie, la beauté de tes gestes et puis la beauté de ces paysages. Et on peut effectivement presque intuitivement se dire, mais évidemment, il faut protéger ça, il faut préserver ça, sauvegarder. Ouais, c'est le message qu'on a voulu faire passer. Et puis en tout cas, moi, dans la danse et dans la création, ce que j'ai voulu mettre en avant aussi, c'est l'engagement du corps, du corps humain en fait. Mais c'est toujours le cas d'ailleurs, dans la danse. Dans la danse, mais dans l'environnement. C'est-à-dire que pour aller vers un futur où on va émettre moins de carbone, ça nécessite concrètement de faire un effort, mais un effort physique aussi. Ça veut dire marcher plus souvent. Ça veut dire... et en fait, cet engagement du corps, j'ai voulu le retranscrire aussi dans la danse, dans quelque chose qui parfois peut être un peu lourd ou dans la souffrance ou autre, mais qui est qu'en fait, on n'y arrivera pas. Il y a du changement de comportement, mais il y a aussi cet engagement-là. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? C'est quoi l'objectif? C'est quoi, disons, le parti pris de cette... Avant, on disait biologie, j'imagine que c'est un petit peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire, sciences de la vie, à nos enfants? Alors, qu'est-ce qu'on entend par les sciences de la vie de la Terre? Parce qu'on va aborder aussi bien les sciences de la vie, donc tout ce qui concerne le vivant, et sûrement pas que l'homme, parce que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Et encore plus qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls. Donc, nous allons étudier un petit peu tout ce qui va concerner donc, les êtres vivants, toutes les relations qui vont s'établir entre ces êtres vivants et qui vont permettre aussi d'établir un équilibre nous permettant nous-mêmes, humains, de vivre. Donc, à travers ces disciplines, donc de sciences de la vie, nous allons pousser nos élèves à avoir des questionnements sur le fonctionnement même de notre planète, du vivant. Mais aussi, on fait aussi des sciences de la Terre aussi, parce que aussi, on va se questionner aussi sur l'origine de cette planète au sein du système solaire. Et toutes ces informations, ces questionnements, c'est pour pouvoir aussi par la suite être apte à prendre des décisions qui soient des décisions éclairées, des décisions réfléchies normalement, pour que nous puissions demeurer le plus longtemps que possible sur cette planète-là. Donc ça, on est au cœur des problématiques de transition, de crise climatique. Tout à fait. On les pose dès la seconde, par exemple? Alors, on les pose très tôt. Alors, on a un enseignement qui va traverser un petit peu tous les niveaux, de la seconde jusqu'à la terminale. Et je pourrais dire qu'au collège aussi, ces notions sont abordées. Et encore plus aujourd'hui, dans les nouveaux programmes, on va mettre l'accent davantage sur ces grandes questions dont on parle actuellement, c'est-à-dire ces problèmes de réchauffement climatique, de déséquilibre, d'épuisement des ressources. Alors, je crois qu'il y a quelques années, on étudiait de manière un petit peu parcellaire. Maintenant, on apprend à avoir une vision globale, parce que quand on a une vision globale sur un sujet, on se rend compte que finalement, beaucoup d'éléments sont liés. Oui, parce que les citoyens devenir, nous devons changer notre façon d'être et d'exister sur cette planète, non? Donc c'est au cœur de l'enseignement. C'est au cœur de l'enseignement. D'accord. Mais au cœur de l'enseignement, pas donné comme quelque chose, comme une leçon, des méthodes, mais aussi un questionnement pour nous obliger nos élèves à apprendre à réfléchir, pour savoir quelle attitude que nous devons adopter de manière
comme j'aime bien dire, éclairé et tout à fait éclairé. Donc ça, c'est pour le premier volet de ton Voilà. CV. On va revenir à toi, mais je vais donner la parole à notre autre invitée, donc Nathalie. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors bonjour, merci de m'avoir invitée. Donc je suis Nathalie Aliker, avant tout maman de 3 enfants et art thérapeute. Oui. Art thérapeute, c'est quoi art thérapeute? Alors l'art-thérapie, c'est une discipline paramédicale qui consiste à accompagner des personnes qui peuvent être en souffrance ou qui peuvent avoir des pénalités physiques, psychologiques ou encore des sociales. Handicaps, on peut des dire. handicaps Des aussi, handicaps, oui. également des handicaps qui peuvent être visibles comme non visibles, à les aider à aller mieux par le biais de l'art. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur une discipline artistique, donc qu'elle soit art plastique, modelage, écriture, danse ou théâtre, pour pouvoir justement leur permettre d'améliorer leur qualité de vie et de pouvoir finalement exprimer certaines choses qu'ils ont. Voilà, pour pouvoir leur apporter une meilleure qualité de vie. Tu connais l'art-thérapie, Lydie? Non, pas beaucoup. Du tout. Non. Alors, pour préparer l'émission Vite fait, je suis allée donc, sur un site, je crois que c'est kern.fr. Donc l'art-thérapie, c'est Jean-Pierre Klein, qui est un psychiatre, qui est présenté comme l'un des pionniers de l'art-thérapie. Il dit, et donc dans les cahiers de la Gestalt-thérapie, c'est un article de 2007, ils disent que l'art-thérapie n'est pas. Il dit l'art-thérapie n'a pas d'objectif précis, que celui-ci soit la réduction de symptômes, la simple distraction. L'art-thérapie n'est pas un test projectif. L'art-thérapie ne concerne pas que la personne, c'est un combat ou plutôt une négociation avec la matière. Donc là, c'est vraiment un lien entre la personne et la matière. Donc toi, c'est quoi ton support de prédilection? Alors, j'ai 3 supports de prédilection. J'ai 3 médias qui sont les arts plastiques, donc toute forme d'art plastique, peinture, dessin, modelage, peinture, dessin, mosaïque ou voilà. Le modelage, donc au travers de la poterie, et l'écriture créative. Alors maintenant, ce que Jean-Pierre Klein dit et qui définit vraiment l'art-thérapie, en tout cas l'art-thérapie comme elle est entendue maintenant, on parle d'art-thérapie moderne, c'est que vraiment l'art est un processeur au mieux-être, c'est-à-dire que c'est le patient qui se rend acteur de son mieux-être. On essaie en fait de pouvoir donner matière par des choses qui sont faciles ou par des ressentis qu'on va aller éveiller, leur donner l'envie de faire et l'envie de pouvoir guérir ou l'envie de pouvoir aller mieux. Ce qui est vraiment caractéristique de la Polynésie, parce qu'en fait c'est la même culture, en Nouvelle-Zélande, en Polynésie française, à Hawaï et tout, c'est la même origine. C'est vraiment une culture millénaire. C'est-à-dire que nous, ici, on a une culture de 200 et quelques années. Et là-bas, ils ont une culture millénaire qui s'est construite sur l'eau, déjà, qui s'est construite par la migration. Et on a un peuple qui est posé, qui est serein, qui est sûr de ses racines, qui est, on va dire, à l'aise dans son environnement, qui connaît parfaitement son environnement. Qui est Donc, en phase avec son environnement. Même les jeunes ne sont pas déphasés? Il n'y a pas l'import de la culture occidentale? Si, il y a l'import de la culture occidentale, mais il y a quand même un grand respect, je dirais, des traditions et des milieux. D'accord. C'est-à-dire... Donc, moi, c'est ce que j'apprécie et c'est ce qui est différent, parce que sinon, au niveau naturel, au niveau de la végétation, c'est assez similaire. Oui. Par contre, au niveau de la mer, c'est quand même c'est immense. Et il y a beaucoup d'îles, il y a plein très riche. Oui. On a des saisons de baleines, des saisons de... Donc, on a... OK. Voilà. Alors, alors, ils n'ont pas le carnaval? Ils n'ont pas le carnaval. Bon, c'est un peu pour ça que je suis ici. Je ne vais pas le cacher, parce que je suis ici avec mon compagnon qui est tahitien et qui voulait découvrir un peu la culture. Et donc, on lui a conseillé cette période. Ce n'est pas moi qui lui ai conseillé, c'est un ami martiniquais de là-bas. Et il a adoré. Donc, on n'a pas le carnaval là-bas. On a essayé de l'importer, mais plutôt sur le modèle de Nice, donc les chars, les gradins et tout, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais c'est dommage, et là, je pense qu'il est bien parti pour essayer de créer quelque chose. Donc, il pense à un voyage d'études de Polynésiens ici pour apprendre à faire le carnaval et ramener donc, le carnaval en Polynésie. Ce serait pas mal. Ce serait bien parce que je pense aussi qu'en Polynésie, on manque de cette soupape d'extériorisation. C'est un peuple assez intériorisé. Okay. Mais il n'y a pas de fête, il y a des fêtes traditionnelles. Oui, alors on a un grand festival, un grand festival de danse. Ça s'appelle le Heiva, ça a lieu en juillet.
Donc ça, c'est à Tahiti. Il y a également un grand festival de culture aux Marquises en décembre, tous les 4 ans. Et où, en fait, le thème est en général la transmission. Donc l'idée est vraiment de transmettre toutes les manifestations de la culture au travers de ces fêtes-là. Donc, il y a un enjeu. Oui. L'enjeu, c'est de préserver cette culture millénaire. Et donc, ça fonctionne. C'est-à-dire que toute la population danse ou rame. Donc, il y a beaucoup de pirogues à rame. Moi, je fais de la pirogue à voile là-bas. C'est le va? Le va, hein, la pirogue polynésienne. Donc, on fait de la pirogue hauturière pour justement transmettre les techniques de navigation traditionnelles, la danse, le chant, la sculpture, etc. Voici venu le moment de parler de l'homme dans l'émission. Il y a toujours une surprise de mes invités, mais on écoute là la réponse de Florence Marc-Picard et de Sylviane Eugène. Je pensais à parler d'une femme, mais... Vas-y. Alors maintenant, 2024, on accepte tout. Mais je peux parler d'un homme, effectivement. Vas-y. C'est l'heure de l'hommage aux hommes. Ah, bon, alors, c'est un hommage très familial. Je voudrais rendre hommage à mon grand-père. Comment il s'appelle? Paternel. Joseph. D'accord. Florent. Voilà, c'est pour ça que je m'appelle Florence. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il était chef de gare. Ah. Voilà. À Saint-Étienne? Alors, pas du tout dans le nord de la France. Il a été chef de gare dans le nord de la France. Oui. Et en fin de compte, je voulais lui rendre hommage, puisque c'est un homme qui m'a toujours inspiré pour sa droiture, sa rigueur, on va dire. Ça veut dire quoi, être droit et rigoureux? Ça veut dire quoi? Je resitue le contexte. En fin de compte, mon grand-père était résistant. Il a été fusillé. Il était résistant. En fin de compte, il était radio du réseau fer pendant la résistance dans le Nord. D'accord. Voilà, c'est un homme qui ne savait pas lire et pas écrire. Quand il a rencontré ma grand-mère, c'est elle qui lui a appris à lire et à écrire. Super. Et quand, en fin de compte, il a su lire et écrire, il a passé les concours de la SNCF. Oui. Et quand il a eu le concours, voilà, exactement, quand il a réussi le concours de la SNCF, il est revenu pour lui demander sa main. Wow. Voilà, donc... Et puis il a fait la guerre, il a été fusillé. Voilà, exactement. Je pense que c'était quelqu'un qui était épris de liberté. Alors, il y a un personnage qui m'a beaucoup marqué et dont tu portes, je crois, c'est Nelson Mandela. Ah oui. Je me suis toujours demandé comment c'était possible. Alors, c'est pas le seul. Hein. Il y a des personnes qui ont payé de leur vie, qui sont en prison. Mais comme il avait été médiatisé, comment c'est possible de sacrifier sa vie à ce point-là? 27 ans, passé en prison. Et de tenir. Et lorsqu'il y avait, c'était Johnny Clegg. De garder cet esprit, oui, voilà, d'ouverture et d'envie de paix. Voilà. Et puis je ne connaissais pas moi la signification des paroles de Johnny Clegg. Et quand j'ai su en fait qu'il avait été interdit de prononcer le nom de Mandela, et ça c'est tuer quelqu'un. C'est l'assassiner. Et puis comment il a pu résister aux conditions de vie? Comment mentalement il n'est pas devenu fou? Après, il n'y a pas eu que lui, il y a eu aussi ceux qui ont été emprisonnés avec lui. Comment ils ont fait? Moi, c'est comment est-ce que c'est possible de sacrifier sa vie à ce point-là? Comment c'est possible peut-être de survivre, je pense. Oui, et de survivre. Et de survivre. Pour continuer le combat quand on... Et puis il y a eu tous les événements, c'était l'an dernier, notamment avec les femmes en Iran. Enfin, et chaque fois, je me pose la question, mais si j'étais là, qu'est-ce que je ferais? Ouais. Et ça, c'est cette question-là. Et donc, c'est toujours Nelson Mandela, même s'il y a d'autres Nelson Mandela et d'autres Nelsona Mandela pour les femmes. Il y a d'autres personnages, mais lui, ça a été le premier sur lequel je me suis interrogée. Et puis, il y a eu Martin Luther King avant, mais lui, c'était toutes ces années de prison. Oui, parce qu'il était à 27 ans. Ouais. Et sans jamais vouloir se dédier, sans jamais vouloir. Parce qu'il aurait pu se renier et sortir plus tôt, il n'a jamais abandonné. L'homme, Yumna. Alors même si Nelson Mandela, Martin Luther King et d'autres sont très inspirants, je vais aller beaucoup plus proche de moi, et c'est mon père, Antoine Maxime, qui a une vie, pareil, peu conventionnelle, pas conventionnelle du tout d'ailleurs, qui a été orphelin très jeune, et qui malgré tout a réussi à transmettre des valeurs de parentalité, d'humanité assez fortes, et qui m'inspirent encore aujourd'hui. Son parcours, je ne vais pas pouvoir le résumer en quelques minutes, mais on lui a d'abord imposé pas mal de choses puisqu'il a été adopté, qu'on a voulu qu'il soit prêtre, et il l'a été.
Et il a toujours amené en fait quelque chose qui sortait des cadres, qui brisait les cadres, pour pouvoir permettre à tout le monde de s'identifier et prendre son rôle au sérieux quand il l'était. Donc à l'époque, c'est eux qui ont fait venir intégrer le tambour en fait dans l'église. Par exemple, ensuite il a été assistant social. Quand il a été assistant social, il travaillait pour une structure qui était autour du handicap, c'était l'ADAPI. Donc du coup, ils intervenaient, ils allaient dans les familles pour identifier et pouvoir dire aux familles, voilà, vous n'êtes pas obligé de les mettre en hôpital psychiatrique, vous n'êtes pas obligé de les cacher, on peut s'en occuper, on peut vous accompagner. Donc il a toujours une façon d'incarner ces différentes fonctions, ces différentes missions avec une humanité qui jusqu'à aujourd'hui me surprend. Et avec des valeurs qui sont fortes et aussi avec de la créativité. Donc ça, il nous l'a transmis à sa façon. Et avec peu de moyens, la plupart du temps. Donc, ouais, c'est mon père. Le mot de la femme revient aux deux Valérie, Valérie John et Valérie Loury, qui se sont croisées sur le plateau de Femme, épisode 35. Regardez. Je souhaite à la société martiniquaise beaucoup d'amour, d'union et beaucoup de paix. Dit-elle avec gravité. Non, mais c'est vrai, c'est important. Oui. C'est ce qui me... Le mot de la fin, ce serait ça pour moi. Bon, ta caméra est là, Valérie. Je regardais Valérie, c'est surtout ça, je regardais Valérie. Donc je te donne la parole pour le mot de la forme, le mot de la fin. Ce serait quoi le mot que tu voudrais retenir s'il n'en avait qu'un? Ce serait lequel? Debout et engagé. Et je rajouterai une phrase que mon père disait beaucoup. Il n'y a pas plus dangereux qu'un ignorant en action. Il me dit que si on arrivait à juguler l'ignorance, il y aurait beaucoup plus de paix. Parce que tout passe par les mots. Et que beaucoup de débuts, je dirais, de violence commencent parce qu'on n'a pas compris et qu'il y a eu un manque véritablement de dialogue et de mots. Et donc pour lui, l'important c'était ça. Donc s'engager derrière les mots, debout et donc ouvert à la connaissance. Faire attention à ces mots aussi, parce que les mots peuvent être très violents. Et violents. Et créer du désordre. Tout à fait. Voilà, nous nous quittons sur ces mots des deux Valérie. Je vous donne rendez-vous sur Zitata pour un nouvel épisode de Best of Femme, le mardi 21h10, rediffusion 23h30. Et puis n'oubliez pas d'aller sur YouTube, la chaîne Zitata, et puis vous cliquez sur la playlist Femme. À bientôt, merci. Femme. Femme.